Vous êtes suspect de Line TV et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, il s'agit d'une mesure sociale majeure en faveur des personnes confrontées à une urgence médicale. Désormais, dans les hôpitaux, les urgences vitales seront prises en charge sans paiement préalable. Le porte-parole du gouvernement revient sur cette décision. Éclairage dans un instant. L'affaire d'Onivore revient au cœur de l'actualité judiciaire. Ouvert hier, le procès marque une nouvelle étape dans ce dossier. À la barre, le frère de la victime défend la thèse d'un assassinat politique. Les temps forts à suivre dans un instant. Les visages étaient partagés entre soulagement, joie et émotion ce mercredi au Bénin. Après plusieurs semaines d'attente, les candidats au baccalauréat session de juin 2026 ont enfin découvert le verdict. Au total, 50 705 candidats sur 115 925 présents ont été déclarés admissibles, soit un taux de réussite nationale de 66,118% suivant. Sur 75 925 candidats présents, nous avons enregistré 50 705 candidats admissibles, soit un taux de 66,118%. Ce taux décline ainsi qu'il suit par série. Série A1, 83,60%, série A2, 81,7%, série B, 79,43%, série C, 80,56%, série D, 47,78%, série E, 69,57%, série EA, 61%, série F1, 58,01%, série F2, 85,11%, F3, 68,38%, F4, 57,48%, série G1, 85,23%, série G2, 85,58%, série G3, 85,14%, soit un total de 66,78%. Mesdames et messieurs, les résultats de l'examen du baccalauréat session de juin 2026 sont le fruit du sacrifice consenti à divers niveaux. J'adresse mes vives félicitations aux candidats admissibles qui ont honoré par leur succès les enseignants, les chefs d'établissement, les corps de contrôle et leurs parents. C'est également pour moi l'occasion d'exprimer ma gratitude au chef de l'État, au président Romuald Wadani, pour la confiance renouvelée à mon équipe et à moi-même. Merci également à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la formation technique, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner et assurer le suivi de l'organisation et du déroulement de cet examen, avec l'appui de son collègue ministre de l'Enseignement secondaire. C'est le lieu de leur exprimer toute notre reconnaissance. Autre volet de l'actualité, lors de ses récentes interventions publiques et conférences de presse,
Le ministre Wilfried Léon Ngbeji a affirmé que le gouvernement entend désormais lever les barrières financières qui peuvent empêcher l'accès aux soins essentiels. Face à l'actualité, il a souligné la volonté de l'exécutif de faire en sorte que les moyens financiers des patients ne constituent plus un frein à la préservation des vies humaines, une orientation traduite par l'annonce de nouvelles mesures dans le secteur de la santé. Du point disponible un mois après, la décision est d'une pertinence avérée. Le ministre de la Santé et ses équipes ont effectivement présenté au gouvernement un point d'étape qui montre le comportement de nos centres de santé, de nos hôpitaux, mais aussi de nos concitoyens qui ont été en situation de bénéficier de la mesure pendant la période. Vous noterez que sur une période de 3 à 4 semaines, nos hôpitaux publics, de façon générale, ont enregistré un peu plus de 12 000 cas d'urgence. Évidemment, que nos concitoyens amènent en pensant que ce sont des urgences vitales. Et parmi elles, un peu plus de 4 000 ont été catégorisées et prises en charge comme étant des urgences vitales. Bon, ça fait à peu près le tiers. Cela demande aussi d'aller regarder encore de plus près pour la qualification, l'appréciation de l'urgence afin d'assurer la prise en charge optimale comme le gouvernement le demande. Et puis nous avons constaté aussi, en ce qui concerne le remboursement, puisque la mesure vise à s'occuper d'abord de sauver les vies et ensuite se préoccuper de récupérer les frais y afférents. Nous avons observé, d'après le point qui a été fait par le ministre de la Santé, que un peu plus de 70% de taux de recouvrement était quand même observé, effectif. Donc, un tiers, encore 30%, qui reste à recouvrer. Et donc, ça montre aussi que, tout en appréciant cette décision, nos concitoyens, dans leur grande majorité, comprennent aussi qu'il faut bien, quand on a fini de recevoir les soins, quand les spécialistes ont fini de nous sauver la vie, il faut mettre la main à la poche et payer ce que nous devons payer pour permettre à nos hôpitaux de tourner et de continuer à prendre en charge d'autres Béninois qui pourraient venir et peut-être même encore les mêmes qui ont été pris en charge qui pourraient revenir parce que la maladie ne prévient pas, dit-on. Donc, globalement, nos hôpitaux ont eu un comportement assez sérieux, assez efficace vis-à-vis des patients qui sont arrivés en demande de soins d'urgence et en retour, les patients eux-mêmes, dans leur grande majorité, ont eu l'attitude de bons citoyens qui est attendue d'eux. On pouvait avoir des doutes parce qu'au départ, quand la mesure a été annoncée, il y a bien certains de nos concitoyens qui se sont rendus dans des centres de santé, par exemple, pour être concret, et quelqu'un est allé avec sa femme en travail. Et après, il dit au médecin qu'il ne va rien payer parce que de toute façon, le gouvernement a dit que c'est gratuit, je ne paye rien. Et il a fait un peu d'histoire. Donc, on pouvait craindre que les uns et les autres, amalgamant, se disent, bon, tout est gratuit. Non, on n'est pas encore à l'étape du tout gratuit. Le jour où le Bénin sera suffisamment riche pour décréter que les soins dans les hôpitaux publics seraient gratuits pour tout le monde, je suis convaincu que les dirigeants qui seraient là en ce moment-là n'auraient aucune gêne à dire que c'est gratuit. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Mais nous voulons que dans nos hôpitaux, nos compatriotes n'aient pas peur de s'y rendre parce qu'ils n'auraient pas d'agents sur eux, ou que quand ils vont y aller, ils ne soient pas pris en charge par les agents de santé simplement parce qu'ils n'auraient pas apporté de l'argent. Le président Ouattara et son gouvernement disent, vous soyez d'abord, vous sauvez les vies d'abord et ensuite vous vous préoccupez de récupérer l'argent. Et le comportement que nous avons noté est plutôt encourageant. C'est pour ça qu'il faut le souligner et rendre aussi hommage à nos concitoyens pour ce comportement vertueux en espérant que les autres qui n'ont pas pu payer, ceux qui n'ont pas pu payer parce qu'ils sont de mauvaise foi, viendront payer. Ceux qui n'ont pas pu payer parce qu'ils n'en ont pas vraiment les moyens. J'ai eu l'occasion d'expliquer par ailleurs que ceux-là, le mécanisme ARCHE, avec la prise en charge des pauvres extrêmes et la prise en charge à moitié des pauvres non extrêmes, ce mécanisme pourra être mis en branle pour suppléer nos compatriotes qui, manifestement et objectivement, ne peuvent pas payer les frais. Mais ceux qui peuvent,
Même si dans l'immédiat, ils ne peuvent pas, dès qu'ils arrivent à meilleure fortune, il faut qu'ils aillent payer pour permettre à nos hôpitaux de continuer à tourner. Je vous l'annonçais en titre prévu pour ouvrir la voie aux réquisitions et aux plaidoiries. L'audience du mercredi 8 juillet 2026 dans le procès d'Onivore a finalement été dominée par de nouvelles observations. Les déclarations de Grégoire d'Onivore, les incohérences relevées dans les pièces du dossier et la polémique autour de 2 actes de décès ont conduit le tribunal à reporter la suite des débats au 15 juillet prochain. Plus de précisions dans ce récit. Le procès relatif à la disparition de Pierre Hubin d'Onivore a connu un nouveau rebondissement ce mercredi 8 juillet 2026 devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. À la barre, Grégoire d'Onivore, frère de la victime, a livré un témoignage particulièrement remarqué qualifiant la disparition de son aîné d'assassinat politique et appelant la justice à faire toute la lumière sur ce dossier qui continue d'alimenter les interrogations 16 ans après les faits. Grégoire d'Onivore est également revenu sur la découverte en 2010 d'un corps présenté comme celui de son frère à Ouama. Réaffirmant la position constante de sa famille, il a déclaré ne jamais reconnu cette dépouille et continue de contester la version officielle, estimant que de nombreuses zones d'ombre subsistent dans ce dossier. Autre élément marquant de sa déposition, le frère de la victime a déclaré que les 2 accusés poursuivis dans cette affaire ne seraient pas les véritables auteurs de la disparition de Pierre Hubin d'Onivore. Il a toutefois estimé que certains protagonistes devraient expliquer le déroulement de l'enquête menée à l'époque afin de permettre à la justice de reconstituer les faits. Dans cette dynamique, la défense a insisté sur la nécessité d'entendre l'ancien directeur de la police nationale, Louis-Philippe Rondegnon. Cette demande s'appuie sur les déclarations publiques de ce dernier qui a affirmé détenir des informations susceptibles d'éclairer le tribunal sur certains aspects du dossier. L'affaire Pierre Hubin d'Onivore demeure l'un des dossiers judiciaires les plus sensibles de l'histoire récente du Bénin. Ouvert depuis plusieurs années et relancé en 2025, le procès continue de susciter un vif intérêt de l'opinion publique, tandis que la famille de la victime réaffirme son exigence de vérité et de justice. Après le passage d'Aisho Speed, le Bénin accueille une nouvelle personnalité du monde des réseaux sociaux. Ashton Hall, l'un des influenceurs les plus populaires de sa génération, est arrivé dans le pays dans le cadre de sa tournée africaine. Retour sur cette visite dans ce récit. Le Bénin continue de séduire les grandes figures du numérique. Cette fois, c'est Ashton Hall, célèbre créateur de contenu américain et figure incontournable du fitness sur les réseaux sociaux. Il a posé ses valises sur le sol béninois dans le cadre de sa tournée africaine. Né le 24 octobre 1995, Ashton Hall s'est imposé comme l'un des influenceurs les plus suivis de sa génération. Ancien espoir du football américain, il s'est reconverti avec succès dans la création de contenus axés sur le sport, la nutrition, le développement personnel et les habitudes de vie. Ses célèbres routines matinales, largement relayées sur les réseaux sociaux, lui ont permis de rassembler une communauté de plusieurs millions d'abonnés à travers le monde. Pour cette tournée africaine, le créateur de contenu a choisi le Bénin comme première destination. Sa première escale l'a conduit sur la plage de Ouida, au lieu de mémoire et de culture. Ashton Hall est accompagné dans cette aventure par Ashton Small. Leur arrivée a suscité un véritable enthousiasme. Entre séances photos, échanges et vidéos, l'événement a rapidement envahi les réseaux sociaux. Après le passage remarqué du streamer américain Aisho Speed, la venue d'Ashton Hall confirme l'intérêt croissant des grandes personnalités du web pour le Bénin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.